Les troupes des Nations Unies et de la SADC défendent la ville et sa population sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit légitime. Est-ce que cette fois-ci, la voix de la République démocratique du Congo sera entendue par la communauté internationale? Est-ce que cette fois-ci, la France, les États-Unis, l'Union européenne cesseront de faire semblant sur ce qui arrive en République démocratique du Congo? 30 ans jour pour jour où des millions de Congolais meurent à l'Est. 30 ans jour pour jour parce que certains pays voisins, en l'occurrence le Rwanda, veulent piller les richesses de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette fois-ci, les Nations Unies cesseront de condamner et passer à l'acte? Bonsoir de partout où vous nous suivez. Nous sommes dans votre débriefing 80 Day pour que nous puissions comprendre, réfléchir, mener une réflexion sur ce qui se passe ces derniers temps à l'est de la RDC, notamment Saké et aux encablures de Goma. Ce dimanche 26 janvier 2025, la RDC a sollicité en urgence une réunion pour pouvoir parler des atrocités qui sont en train de se commettre à l'instant. Ce 26 janvier 2025, le dimanche, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, a porté la voix de la RDC. Et qui était là pour pouvoir entendre cela? Sous la présidence de l'Algérie et des membres du Conseil de sécurité, Madame Thérèse Wagner a pu porter la voix, présenter le desiderata de la République démocratique du Congo. De ce Conseil de sécurité de ce dimanche, qu'est-ce que nous pouvons en retenir et qu'est-ce que nous pouvons réfléchir pour pouvoir proposer des pistes de solutions? Vous le savez, les choses se sont envenimées lorsque l'on demande à la République démocratique du Congo de respecter le cessez-le-feu. Entre-temps, le M23 soutenu par le Rwanda avance ses pions. Et avec ce fameux cessez-le-feu, les M23 se sont retrouvés à Saké. Vous avez suivi dans les médias, à Saké a eu lieu des violents affrontements entre les forces loyalistes, les FARDC et les groupes M23 menés, dirigés, commandés par le Rwanda. Et cela a conduit à la mort du général-major, gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami. Et la ville de Goma est menacée et cela demande l'élan national en République démocratique du Congo pour pouvoir empêcher l'impensable à pouvoir se réaliser. Mais la grande question, est-ce que les Nations Unies vont maintenant passer à l'acte? Parce que beaucoup sont en train de dire que non, c'est la faute de la RDC, les gouvernements de la RDC doivent maintenant se battre, ainsi de suite. Mais comment le gouvernement de la RDC va se battre lorsque le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'affirme et le répète que les M23 ont des armes sophistiquées? Que retenir des assises qui ont eu lieu ce dimanche 26 janvier 2025 aux Nations Unies? Nous avons retenu 3 grands messages. Le premier message porté par Jean-Pierre Lacroix, qui est le chef des opérations de paix de la MONUSCO. Vous avez le message de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner. Et nous terminons par les allégations du Rwanda, représenté par son représentant Ernest Rwamicho. Commençons par Jean-Pierre Lacroix. Quand vous suivez Jean-Pierre Lacroix dans ses propos, il est sidéré de la tournure que prennent les choses.
Vous sentez qu'il était mal à l'aise. Dans ces allocutions d'à peu près 1 minute 30, 2 minutes, vous sentez que la personne a beaucoup à dire, mais elle ne sait pas dire. Vu l'immensité des dégâts subis par les forces de maintien de la paix. Distingués membres du Conseil de sécurité, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Monsieur le représentant permanent de la République du Rwanda et autres distingués ambassadeurs et représentants, je remercie le Conseil de sécurité de cette occasion d'intervenir sur la situation prévalente dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je ferai une brève déclaration liminaire avant l'intervention de mes collègues Bintou Keïta et Joyce Mtuya. Comme cela a été discuté avec la présidence du Conseil de sécurité en raison d'engagements antérieurs dans le cadre d'une visite officielle en République arabe syrienne, je ne serai sans doute pas en mesure de participer à l'ensemble de la séance et je prie les membres du Conseil de sécurité et les autres participants à travers vous, Monsieur le Président, de m'en excuser. Monsieur le Président, la réunion d'aujourd'hui se tient dans un contexte de détérioration majeure de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis le début de l'année, le M23 a lancé des opérations offensives de grande envergure dans l'est de la RDC avec l'appui des forces armées du Rwanda. Ces actions leur ont permis d'étendre leurs gains territoriaux de manière significative en l'espace de quelques semaines, tout en ouvrant un nouveau front dans le sud Kivu, d'où la MONUSCO s'est retirée le 30 juin 2024. Les Nations Unies sont profondément préoccupées par la reprise des hostilités qui a entraîné la prise de Saké, une localité stratégique située à quelques kilomètres de Goma, menaçant directement des millions de civils et les casques bleus déployés avec le mandat d'assurer leur protection physique. À cet égard, je me réfère à la déclaration du secrétaire général sur ce sujet qui vient d'être publiée et je me permets d'inviter les membres du Conseil et les autres participants à la consulter. Le 23 et 24 janvier, le M23 a tiré sur les positions de la MONUSCO et de la SAMI-DRC. Au cours des dernières 48 heures, 2 casques bleus de la MONUSCO appartenant au contingent sud-africain et un casque bleu uruguayen ont été tués dans l'accomplissement du mandat qui leur a été confié par ce Conseil. Je rappelle que ce mandat porte en particulier sur la protection des civils et le soutien à la lutte contre les groupes armés qui sévissent en RDC. 11 autres casques bleus ont été blessés et reçoivent des soins à l'hôpital des Nations Unies à Goma. Des soldats de la SAMI-DRC, la force de la SADC, à laquelle la MONUSCO apporte un soutien en vertu d'un mandat donné par ce Conseil, ont également été tués et blessés. Et il y a également de très nombreuses victimes civiles et des déplacements additionnels de populations importants dans un contexte humanitaire déjà extrêmement difficile. Je souhaite saisir cette opportunité pour exprimer, au nom du secrétaire général des Nations Unies, nos plus profondes condoléances aux familles des casques bleus décédés, ainsi qu'à leur gouvernement et au peuple sud-africain et uruguayen. Et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. J'exprime également mes condoléances au gouvernement des pays contributeurs de troupes de la SAMI-DRC et aux familles des victimes. Je rends hommage de tous les casques bleus de la MONUSCO dans l'accomplissement de leur mandat visant à protéger les civils et contrer la menace posée par les groupes armés. Et je saisis cette occasion pour rappeler que les attaques contre les casques bleus et le personnel civil des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre. Il y a des militaires des casques bleus qui sont décédés, tués, abattus par les M23. Vous voyez même en image les chars qui ont été atteints par des missiles bien sophistiqués, bien préparés. Et on se pose la question, comment une armée, comment un groupe armé peut être, comment un groupe armé peut se munir des appareils sophistiqués que même les armées régulières en Afrique peinent à obtenir. D'où proviennent ces armes? Le regard de Jean-Pierre Lacroix disait plus sur un certain malaise
Parce que malgré les moyens des Nations Unies, malgré les moyens des forces de maintien de la paix, ils n'arrivent pas à faire le poids sur terrain avec un soi-disant groupe rebelle qui possède des armes sophistiquées. Jean-Pierre Lacroix le sait, que le Rwanda bénéficie des moyens provenant de l'Union européenne, provenant des grandes puissances, parce que le Rwanda, avec une armée de 33 000 hommes, n'a pas cette logistique militaire adaptée à une guerre, à des affrontements de longue haleine avec plusieurs armées où vous avez le FARDC, vous avez la force régionale des maintiens de la paix, où vous avez les casques bleus. Ça ne s'explique en rien. S'il fallait que Jean-Pierre Lacroix puisse parler, il aurait dû dire plus. Mais son regard disait plus sur la situation insoutenable qui se passe en République démocratique du Congo. Le message de courage de Madame la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Vous sentez une certaine rage, une certaine détermination d'en découdre de la part de Madame la ministre des Affaires étrangères avec les membres des Nations Unies. Dans la voix de Madame la ministre, en tant que mère, en tant que femme, voyant les atrocités qui se passent à l'Est, elle a parlé avec son cœur pour dire qu'il était temps de ne plus seulement s'arrêter à des constatations, à des mises en garde, à des revendications, qu'il fallait maintenant sanctionner, faire comme on le ferait pour la Russie à l'endroit de l'Ukraine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, permettez-moi, au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo, d'exprimer nos remerciements pour la convocation de cette réunion dans un si bref délai. Nous saluons l'engagement de la présidence algérienne et nous reconnaissons la contribution des États-Unis lors de la précédente présidence. Nous exprimons également notre gratitude au secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Antonio Guterres, et saluons les contributions essentielles de Madame Bintou Keïta, Monsieur Jean-Pierre Lacroix et Madame Joyce Msuya, dont les efforts soutiennent la paix et la sécurité dans notre pays. Avant de poursuivre mon intervention, je souhaiterais marquer une pause pour rendre hommage au sacrifice ultime consenti au cours des dernières 72 heures par les soldats de la paix de la MONUSCO et de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC en République démocratique du Congo. J'honore également la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo et la mémoire des populations congolaises civiles martyrisées par le Rwanda. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, l'histoire nous convoque aujourd'hui ici dans cette enceinte où se scelle le destin des nations. Elle ne tolère ni l'indifférence ni l'hésitation. Ce que traverse la République démocratique du Congo n'est pas un conflit parmi d'autres, mais une agression délibérée et méthodique contre un État souverain. Une violation flagrante des principes fondateurs de cette organisation et une atteinte intolérable à la paix et à la sécurité internationale. La République démocratique du Congo attend légitimement de ce Conseil qu'il agisse avec fermeté et diligence pour protéger la paix et la sécurité internationale et imposer le droit international, un pouvoir qui lui est exclusivement conféré par la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, en cet instant même, alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. À Goma,
les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les troupes des Nations unies et de la SADC, défendent la ville et sa population sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit légitime d'exister peut insuffler. Mais ce combat ne se limite pas au champ de bataille. Plus de 3 millions de civils, ainsi que des humanitaires, sont pris en otage par les agresseurs, utilisés comme des boucliers dans une stratégie cynique de terreur et de chaos. Les signes ne trompent pas, le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Il est impératif que les combats cessent immédiatement. Chaque heure qui passe rapproche notre région d'une tragédie d'une ampleur insoutenable. Nous refusons de voir se répéter le cauchemar de 1996, ce chapitre sombre de l'histoire africaine que nous pensions clos. Aujourd'hui, les victimes ne sont pas seulement congolaises. Cette attaque est dirigée contre l'Afrique tout entière, que dis-je, contre l'humanité entière. Les balles rwandaises frappent indistinctement les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malawites, les Burundais, les Uruguayens, tous frères et sœurs venus pour la paix. Et que dire de vous, membres de ce Conseil? Cette agression ne vise pas seulement la République démocratique du Congo, elle est dirigée contre vous. Votre mission, contre vos soldats de la paix que vous avez mandatés pour protéger et non pour être pris pour cible. Laissez-moi être clair, chaque minute qui passe sans action décisive de ce Conseil est une victoire pour l'agresseur. Chaque hésitation fragilise la crédibilité des Nations unies et condamne des innocents à l'indicible. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le monde vous regarde, il est temps d'agir. Depuis le 6 janvier 2025, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 intensifient leurs attaques en violation flagrante du cessez-le-feu du 4 août 2024, occupant les localités stratégiques telles que Katale, Louchébéré, Massissi Centre, avant de progresser vers Bweremana, Minova et Kalungu. Ces attaques aggravent une situation humanitaire déjà catastrophique, provoquant le déplacement de millions de Congolais et visant à chasser les civils de leurs foyers pour établir une administration parallèle et modifier la configuration de la région. À Goma, les RDF ont délibérément coupé les lignes d'approvisionnement en électricité et en eau, bloqué les routes d'accès stratégiques et utilisé les brouilleurs GPS mettant en danger les vols civils et humanitaires. Le 19 janvier 2025, l'hôpital de Médecins sans frontières à Massissi Centre a été frappé par une roquette, blessant 2 humanitaires. Ces actes, comme les attaques répétées contre les camps de déplacés, illustrent une violation manifeste du droit international humanitaire et révèlent l'objectif des RDF et du M23. Semer la terreur et paralyser l'assistance humanitaire. Nous mettons en garde contre le piège du prétexte fallacieux avancé par le gouvernement rwandais qui brandit la protection d'une de nos nombreuses minorités comme justification de son ingérence. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, dans les camps de déplacés congolais, les victimes sont de toutes les ethnies, y compris les Tutsis congolais qui subissent le même sort tragique que leurs concitoyens face à la violence des forces armées rwandaises et du M23. Alors que nous faisons face à cette catastrophe humanitaire, il est clair que cette crise est directement liée au pillage économique de notre pays. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies révèle l'ampleur du pillage orchestré par le Rwanda. Chaque mois, plus de 150 tonnes de coltan sont illégalement extraites et acheminées vers le Rwanda, où elles sont frauduleusement étiquetées pour l'exportation. Ce commerce illicite compromet la souveraineté de la RDC et finance directement les activités militaires des forces armées rwandaises et du M23. À Rubaya, le site le plus grand d'exploitation de coltan de la région, les RDF et le M23 ont établi une administration parallèle, exploitant nos ressources et imposant leur contrôle sur les populations locales en toute impunité. Ces activités doivent être sanctionnées. Cependant, cette exploitation illégale n'est qu'un aspect de l'agression menée par le Rwanda.
Depuis le début de leur campagne de terreur en 2022, les RDF et le M23 ont systématiquement ciblé les forces de maintien de la paix. Le 24 janvier 2025, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, a été lâchement assassiné par les forces armées rwandaises alors qu'il commandait sur la ligne du front. Le 25 janvier, 9 soldats sud-africains, 3 soldats du Malawi et 1 soldat uruguayen ont été tués dans des affrontements avec le Rwanda et le M23. Un char des Nations Unies a été incendié, marquant un nouveau seuil dans l'hostilité ouverte envers les institutions multilatérales. Par ailleurs, une compagnie de casques bleus tanzaniens à Kanyabayonga reste jusqu'à présent encerclée et coupée de tout approvisionnement par les RDF et le M23. Le dernier rapport du groupe d'experts révèle également l'utilisation par les RDF et leurs supplétifs d'un arsenal sophistiqué. Missiles solaires, mortiers guidés par GPS et missiles anti-chars. Ces violations flagrantes du régime d'embargo sur les armes et le droit international humanitaire menacent gravement la paix et la sécurité de la région des Grands Lacs. Ces 3 dimensions, humanitaire, économique et sécuritaire, révèlent une réalité incontestable. Une agression systématique et coordonnée contre la République démocratique du Congo par le Rwanda. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, le processus de Luanda, conçu pour offrir un cadre de résolution pacifique, a été saboté par l'intransigeance du Rwanda. Chaque engagement pris à Luanda a été piétiné, à commencer par le cessez-le-feu du 4 août. Aussi, depuis l'établissement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma le 5 novembre 2024, le Rwanda n'a jamais envoyé ses 3 experts militaires pour superviser la mise en œuvre du dit cessez-le-feu. Rappelez-vous, lors de notre dernière réunion du 8 décembre dans cette salle, le représentant permanent du Rwanda avait affirmé que les experts étaient en route pour Goma. Aujourd'hui, 82 jours plus tard, ils ne sont toujours pas arrivés. Le 15 décembre, le Rwanda a sciemment saboté le sommet convoqué par le facilitateur du processus de Luanda, son Excellence João Lourenço, en ignorant son invitation. Et le 23 janvier, le président du Rwanda a surpris le monde entier en sollicitant la médiation de la Turquie, s'éloignant ainsi des principes de solutions africaines aux problèmes africains. Malgré ce mépris flagrant affiché par le Rwanda pour le processus de Luanda, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée et réitère sa confiance en son Excellence João Lourenço. Ce processus, endossé par l'Union africaine, demeure le seul cadre légitime pour une solution politique au conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce cadre, exclusivement interétatique, ne saurait inclure des acteurs non étatiques ni les élever au même rang que des États souverains. La République démocratique du Congo rejettera toute tentative d'inclusion du M23 dans le processus de Luanda, l'orientant plutôt vers son cadre légitime, le processus de Nairobi, sous la facilitation de son Excellence Uhuru Kenyatta. La République démocratique du Congo renouvelle toute sa confiance en lui et rejette toute tentative visant à diluer les efforts de la médiation. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce Conseil est resté passif. Ce Conseil ne peut se contenter de déclarations de préoccupation ou de rester simplement saisi de la question. Son mandat, son devoir est de protéger la paix et la sécurité internationale, de défendre la vie humaine sans distinction d'origine, de race, de religion ou de genre. Ce Conseil est le garant de l'espoir et de la foi en des jours meilleurs, des jours de paix, de développement et de prospérité. C'est pourquoi nous appelons ce Conseil à agir de manière décisive et immédiate, conformément aux preuves accablantes fournies par le dernier rapport du groupe d'experts. Voici les actions concrètes que nous exigeons. Le Conseil de sécurité doit ordonner immédiatement la fin des hostilités par le Rwanda et exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression.
Le Conseil de sécurité doit imposer un embargo total sur les exportations de tous les minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité doit révoquer immédiatement le statut du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux missions de paix des Nations Unies. Il est inconcevable que ce même pays qui contribue aux missions de la paix des Nations Unies est celui qui participe maintenant, activement, directement, aux attaques contre les soldats de la paix. Le Conseil de sécurité, finalement, doit instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par les États membres ou des entités privées. Cela garantira que ces armes ne soient pas utilisées pour équiper des groupes armés sous embargo, tels que le M23. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, ce Conseil est à un tournant majeur. L'indécision et l'inaction ne peuvent plus être tolérées face à une crise qui menace de plonger notre pays et la région dans un chaos absolu. Chaque jour de retard alimente l'agresseur et affaiblit les principes mêmes qui fondent cette organisation. Nous appelons donc ce Conseil à utiliser pleinement l'ensemble des dispositions et mesures prévues par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin de préserver la paix et de protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais nourrit une aspiration profonde, celle de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer activement aux côtés des nations du monde à un ordre international fondé sur le respect du droit et des principes de justice. Cette aspiration ne sera pas étouffée. Nous vous demandons d'écrire une nouvelle page de courage et d'engagement, une page où les valeurs du multilatéralisme et de solidarité priment sur l'indifférence et le calcul. L'histoire se souviendra de vos décisions aujourd'hui, comme elle se souviendra de notre lutte incessante pour la paix, la dignité et la souveraineté. Et à ceux qui oseraient justifier l'injustifiable, nous disons ceci, il n'y a aucune place dans ces salles dédiées à la paix mondiale pour des discours qui cherchent à excuser le péché impardonnable de sacrifier des vies innocentes. Le respect dû aux centaines de milliers de vies en jeu exige le silence face à l'évidence. Face à l'adversité, le peuple congolais se distingue par une résilience, une dignité et une détermination qui imposent le respect. Ce courage exemplaire, porté par le désir de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer à un ordre international juste, témoigne de la grandeur du Congo. Cette force inébranlable ne sera jamais brisée. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence, Madame Kaikwamba Wagner, pour son intervention. Madame Thérèse, dans son allocution, elle a dit tout haut ce que les Congolais pensent tout bas. Elle a même relevé les moyens qu'on accorde au Rwanda. Et ce sont ces moyens-là stratégiques, financiers, techniques et matériels qui les permettent de commettre des forfaits pendant plus de 30 ans à l'est de la République démocratique du Congo et le voyant retrouvé au bord des encablures de Goma. Est-ce que les gens vont continuer à mourir? C'est ça le message de Madame Wagner, que la communauté internationale était responsable, les Nations Unies étaient responsables, ils devaient passer au niveau des sanctions. Beaucoup pensent que c'est à la RDC de pouvoir trouver des solutions à ces problèmes. Trouver des solutions à ces problèmes débute par des moyens conventionnels. Comment trouver des solutions à des problèmes comment trouver des solutions à des problèmes où les moyens amenés sur terrain sont non conventionnels? Comment trouver des solutions à la République démocratique du Congo lorsque les adversaires de la RDC sont soutenus par des multinationales, sont soutenus par des États qui financent en armes, en argent, qui financent en stratégie? Comment le Rwanda, avec 33 000 hommes, peut tenir
tête à un pays qui a une superficie de plus de 1 million. Ça ne s'explique en rien. C'était ça le message de Madame Thérèse Kiakwamba Wagner aux Nations Unies. Et cette interpellation a sonné comme une accusation aux Nations Unies pour dire tout ce qui arrive en République démocratique du Congo est l'effet du laisser-faire de la communauté internationale, est le fait de caresser le Rwanda dans le sens du poil, est le fait de dire que le Rwanda a plus de valeur par rapport à d'autres pays de la sous-région des Grands Lacs. Nous allons terminer par les allégations de Ernest Rwamusho, représentant du Rwanda aux Nations Unies, qui fustige à la fois les Nations Unies dans son allocution, disant que la MONUSCO, ce n'était pas son rôle de combattre avec la République démocratique du Congo et d'autres forces, que la MONUSCO est en train d'agresser le Rwanda. C'est pour cette raison que le Rwanda a fait ce qu'il a fait en détruisant les chars, les matériels militaires de la MONUSCO et en tuant même les militaires de maintien de la paix. Et ça, devant le Conseil des Nations Unies réuni en urgence. Vous sentez un peu cette espèce de mépris de la part du représentant rwandais aux Nations Unies. Vous sentez même cette arrogance dans sa manière de parler. Et je donne maintenant la parole au représentant du Rwanda. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Qu'il me soit permis à l'entame de mon propos de remercier la présidence algérienne pour le brio avec lequel elle mène les travaux du Conseil de sécurité en ce mois de janvier. Nous remercions aussi l'Algérie pour la convocation de cette réunion importante. Je me félicite de la présence et de l'exposé de Mme Bintou Keïta, de l'exposé de M. Lacroix et de Mme Msouya. Je salue aussi la présence de la ministre des Affaires étrangères de la RDC, ainsi que des représentants de l'Angola, de l'Uruguay, de l'Afrique du Sud et du Burundi. Monsieur le Président, le Rwanda regrette la détérioration des conditions de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette crise aurait pu être évitée si le gouvernement de la RDC avait réellement fait la démonstration de son attachement à la paix. La RDC dispose de tous les outils nécessaires pour parvenir à un règlement durable à ce conflit. La communauté internationale a placé énormément d'attentes dans les processus de paix de Luanda de Nairobi, conçus d'une part pour établir de bonnes relations entre le Rwanda et la RDC, et de l'autre pour promouvoir le dialogue intercongolais en s'attaquant aux causes profondes du conflit. Il s'agit notamment des défaillances persistantes dans la gouvernance de la RDC, ainsi que de la présence de plus de 250 groupes armés nationaux, dont le M23, et de 14 groupes armés étrangers, y compris le groupe génocidaire FDLR, entre autres. Monsieur le Président, le processus de Luanda, revitalisé en mars 2024, a réalisé d'importants progrès. Le 31 juillet 2024, les 3 ministres se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu entre les parties au conflit à Luanda. Cessez-le-feu qui est entré en vigueur le 4 août 2024. Ce cessez-le-feu était plus ou moins respecté en dépit d'accrochages occasionnels jusqu'au mois d'octobre 2024. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, depuis octobre 2024, le gouvernement de la RDC et ses forces armées, les FARDC, ont décidé d'accroître la militarisation de l'Est de la RDC en déploiement des armes lourdes, notamment des drones d'attaque et d'autres troupes le long de notre frontière, y compris 10 000 troupes burundaises.
Ainsi, en violation du cessez-le-feu, les FARDC ont décidé d'intensifier leur opération militaire en attaquant les positions du M23, lequel a pris des mesures en représailles et a pris davantage de territoire. Malheureusement, nous regrettons que la communauté internationale ait choisi de condamner le M23 pour l'extension de son territoire sans condamner la coalition militaire FARDC pour violation du cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu concernait toutes les parties à ce conflit, donc toutes les parties auraient dû le respecter. Et, comme si cela ne suffisait pas, l'armée congolaise place des armes lourdes et de l'artillerie dans les zones densément peuplées, y compris à proximité de camps de déplacés, en dépit des mises en garde des organisations humanitaires internationales telles que le Comité international de la Croix-Rouge et Médecins sans frontières. Ces agissements ont entraîné des pertes regrettables en vies humaines innocentes. Cette artillerie lourde a été utilisée pour bombarder, pilonner de manière aveugle les territoires sous contrôle des M23. La plupart des bombardements ont ciblé des zones densément peuplées, entraînant des pertes en vies humaines, en moyens de subsistance et la destruction de maisons. Après le report du sommet de Luanda du 15 décembre 2024, la situation s'est aggravée sur le terrain du fait de l'obsession de la RDC pour une solution militaire à ce conflit. En accordant la priorité à la militarisation du conflit, plutôt que d'utiliser pleinement les mécanismes régionaux mis en place pour encourager une solution durable, fruit d'un dialogue, le conflit a continué de se détériorer, ce qui nous a conduit à la situation d'aujourd'hui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, en vertu du processus de Luanda, un accord ministériel a été conclu sur un concept d'opération CONOPS pour neutraliser les FDLR, une milice génocidaire sanctionnée par l'ONU et les États-Unis, et pour lever les mesures de défense du Rwanda le long de la frontière commune. Les FDLR représentent une menace directe pour la sécurité et l'intégrité territoriale du Rwanda, se composent de auteurs du génocide de 1994 contre les Tutsis qui a fait plus d'1 million de victimes. Des décennies durant, les FDLR ont trouvé refuge en RDC où ils recrutent des combattants, influencent les élites locales corrompues et diffusent leur idéologie génocidaire anti-Tutsi au sein des communautés congolaises, d'où persécution de ces communautés. Des centaines de milliers de personnes ont aussi dû fuir et trouver refuge dans la région. D'autres se trouvent dans des camps de déplacés. Aujourd'hui, les FDLR sont non plus simplement un supplétif, mais un allié stratégique du gouvernement de Kinshasa. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, un projet d'accord préparé dans le cadre du processus de Luanda devait faire l'objet d'un accord et être signé pendant le sommet du 15 décembre 2024. Il recensait 3 préoccupations sécuritaires très clairement énoncées. Premièrement, la question des FDLR, les mesures défensives du Rwanda et la question des M23. Le CONOPS, accepté par les 3 ministres le 25 novembre 2024, porte sur les 2 premiers éléments, en prévoyant un calendrier de neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda. Seule la question du M23 devait encore être réglée. Si les 2 pays participaient à des discussions à Luanda sur un plan de neutralisation des FDLR, la situation sur le terrain était toute différente. Depuis la première réunion ministérielle du 21 mars, durant laquelle la RDC avait accepté de fournir un plan de neutralisation des FDLR, la collaboration entre les FDLR et le gouvernement du Kinshasa a augmenté. Alors que je vous parle, elle n'a jamais été plus intense. Comme je l'ai dit, les FDLR sont devenus un allié de l'armée de la RDC. Le 25 novembre 2024, lorsque les 3 ministres étaient occupés à Luanda à signer le CONOPS, 3 réunions de haut niveau avaient lieu entre les RDC et les FDLR et leur commandement. Ce jour-là, à Goma. Ceci est très différent de la bonne foi dont se targue la RDC devant la communauté internationale et contraste avec l'absence de volonté politique sur le terrain à mettre un terme à son alliance stratégique avec les FDLR. En dépit d'un accord
initiale de la RDC, de dialoguer dans le cadre du processus de Nairobi, le ministre de la RDC a refusé pendant 9 heures de manière catégorique l'inclusion de tout engagement à dialoguer avec les M23. Par conséquent, étant donné qu'il s'agissait du seul point à l'ordre du jour, la seule solution fut de reporter le sommet, sachant que le Rwanda n'est pas simplement là pour se faire prendre en photo. Si le chef d'État s'était rendu à ce sommet, c'était pour traiter d'un point à l'ordre du jour, signer un accord. En l'absence d'accord à signer, il n'y avait aucune raison que le sommet se tienne. Nous ne pouvions que le reporter jusqu'à ce que toutes les questions soient réglées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, la récente mobilisation militaire par la RDC, y compris la constitution d'une coalition à plus grande échelle impliquant les FARDC, les FDLR, Wazalendo, 10 000 membres des forces armées burundaises, 1600 mercenaires européens et la SAMIDRC de la SADC représentent une menace sans précédent pour la sécurité du Rwanda. Pendant 2 ans, le président Félix Tshisekedi de la RDC s'est publiquement engagé à opérer un changement de régime au Rwanda. Une question extrêmement grave pour nous. Un chef d'État qui proclame son souhait d'opérer un changement de régime dans un autre pays n'est pas une question à prendre à la légère. Ces discours, conjugués à la présence militaire significative de la coalition le long de la frontière du Rwanda, est source de déstabilisation et est inacceptable. Le Rwanda note aussi avec déception l'incapacité de la communauté internationale à condamner le recours à des mercenaires étrangers dans le cadre de ce conflit, en dépit des claires violations de la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine de 1967 et de la Convention des Nations Unies de 1989 contre l'utilisation de mercenaires, notamment par les acteurs étatiques. L'arrestation d'un chef mercenaire roumain, Horatiu Potra, en décembre 2024, atteste de la gravité de cette question. Or, aucune mesure digne de ce nom n'a été prise. Aucune condamnation n'a été mise par le Conseil ou par l'Union européenne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je tiens ici à souligner les préoccupations du Rwanda face au rôle que joue actuellement la MONUSCO dans l'Est de la RDC. Mais avant cela, permettez-moi de préciser que le Rwanda n'est pas hostile à la MONUSCO. Personne ne devrait nuire au casque bleu. Cependant, les faits sont obtus, têtus. Ils parlent d'eux-mêmes. Nos préoccupations sont triples. Premièrement, la MONUC, qui devait devenir la MONUSCO, fut déployée pour la première fois en RDC en 1999. Cela fait donc 26 ans qu'elle a été déployée pour la première fois. Les résolutions autorisant le déploiement de la MONUC et l'ensemble des résolutions qui ont suivi, qui donnaient notamment un mandat de neutraliser, était très clair en savoir qu'elle donnait un mandat de neutraliser les FDLR. Malheureusement, avec la présence de la MONUSCO dans l'Est de la RDC, les conditions de sécurité n'ont fait que se détériorer depuis lors. Deuxièmement, en allant au-delà de ce mandat de maintien de la paix et de protection des civils, la MONUSCO est venue rejoindre une coalition dont l'objectif est clairement affiché, à savoir opérer un régime de changement au Rwanda. Le Rwanda, qui est un autre État membre de l'ONU. La coalition mise en place par la RDC, avec toutes les forces que j'ai citées, se sont vues donner un mandat très clair, opérer un changement de régime. Cette question, nous la prenons très au sérieux. Troisièmement, les opérations de la MONUSCO soutiennent les FDLR, un groupe sanctionné par l'ONU. Ils soutiennent aussi les mercenaires européens en violation de la Convention de l'ONU de 1989. Tout ceci est inacceptable. La MONUSCO risque de se trouver plongée dans un conflit dans lequel elle se retrouvait être une force belligérante. La MONUSCO devrait utiliser ses ressources et ses troupes pour protéger les civils, notamment dans les camps de déplacés, plutôt que de se battre aux côtés de la coalition. Le mandat est clair, ne l'oublions pas. Il ne peut pas être modifié. Certaines de ces forces, notamment le groupe Wazalendo, FDLR, ont commis des atrocités majeures dans l'Est de la RDC. Donc une force internationale dont nous sommes tous membres ne devrait pas être associée aux activités de groupes armés sanctionnés et aussi négatifs. Une fois encore, le Rwanda appuie la MONUSCO. La MONUSCO pour nous n'est pas du tout un problème, hormis les quelques questions que je viens d'évoquer. Monsieur le Président, la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui
n'est une surprise pour personne. Elle est le reflet de la situation que l'on connaissait il y a 12 ans. Elle est la résultante d'une mauvaise gestion complète par la RDC d'un problème complexe. La communauté internationale a aussi sa part de responsabilité, puisqu'elle n'a nullement tenu compte des causes profondes du problème et permet à des acteurs légitimes d'agir en dehors de leur mandat. La situation est donc exactement la même qu'en 2012 et 2013. À l'époque, aucune solution politique n'avait été trouvée pour faire en sorte que le problème et ses causes profondes soient réglés. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, nous sommes à un stade critique. Nous devons trouver le moyen de reprendre les processus diplomatiques et politiques axés sur des solutions concrètes. Le Rwanda estime que ces solutions pourraient impliquer des acteurs supplémentaires, principalement basés en Afrique, en partenariat avec la communauté internationale. Nous sommes déterminés à poursuivre les processus régionaux, à un dialogue pacifique, pour parvenir à un règlement pacifique de ces questions. Nous sommes prêts à continuer à participer au processus de paix. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de solution militaire à ce problème. Ce problème doit être réglé au plan politique et diplomatique avec l'appui de tous les partenaires agissant à l'unisson. Cependant, pour que ces efforts soient couronnés de succès, la RDC devra jouer un rôle positif. Après tout, il s'agit d'un problème congolais. Un problème dont le règlement cherche à être externalisé par la RDC. Or, ce n'est pas possible. La RDC doit s'approprier le problème, faire montre de volonté politique. Nous devons nous attaquer aux causes profondes du conflit, y remédier. Les partenaires peuvent nous aider, mais ils ne peuvent pas régler à eux seuls le problème. Le Rwanda est disposé à apporter sa pierre à l'édifice, à faire en sorte que des solutions concrètes soient trouvées qui tiennent compte des préoccupations de tous les acteurs sur un pied d'égalité. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Rwanda pour son intervention et je donne. Donc, par là, Ernest, le représentant rwandais, était en train de fustiger les Nations Unies, le Conseil des Nations Unies. Pourquoi? Parce que le Rwanda aurait le soutien de la France, le Rwanda aurait le soutien des États-Unis, de la communauté internationale, Grande-Bretagne aurait le soutien des grandes puissances, des multinationales. Et c'est la raison pour laquelle, dans sa présentation, c'était plus une manière de montrer les biceps du Rwanda, pour dire que vous pouvez appeler à des sanctions, mais sur terrain, il n'y aura rien qui va se faire. Parce que vous condamnez, mais de l'autre côté, vous nous donnez les moyens financiers, logistiques, pour continuer à notre sale besogne. La réflexion nous est posée. Est-ce que la communauté internationale va se décider à pouvoir sanctionner le Rwanda? C'est bien d'appeler au cessez-le-feu. Mais le cessez-le-feu pour quel but? Pourquoi doit-on admettre une négociation entre le M23 et le gouvernement congolais? Pourquoi le Rwanda doit dicter sa loi sur les négociations entre les M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo est un État souverain. La guerre qui est menée contre la RDC n'était ni une guerre contre Mouzé, ni une guerre contre Joseph Kabila, ni une guerre contre Félix Tshisekedi, ni une guerre pour le prochain président qui viendra, mais c'est une guerre menée contre la population congolaise. Et en ce moment, tous les Congolais de partout dans le monde doivent se lever pour dire non, que la République démocratique du Congo est un seul et indivisible pays, État qui appartient aux Congolais. La force d'un peuple ne réside pas seulement à ce qu'elle attend de ses dirigeants. La force d'un peuple
réside à sa capacité à présider sa destinée. De partout où vous nous avez suivis, restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse.